Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Et aujourd'hui on est sur un épisode de Blabla au rhum. On est avec Nicolas, avec la marque qui est ici présente. Alors je dis la marque mais en fait c'est Vagabond Spirit parce que c'est vrai que moi j'avais fait Off-Road Rhum. Mais en fait ce sont tes sélections, tes différentes sous-marques finalement de Vagabond Spirit. Si je dis pas de bêtises, mais tu vas nous en parler d'ici quelques secondes. Et j'aime beaucoup le petit logo serré ici. Et voilà. Donc merci Nicolas d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Et puis écoute, je te laisse te présenter un petit peu qui tu es. Comment t'es rentré dans le monde du rhum et puis du coup la marque que t'as créée. J'ai des petits samples aussi qui sont là, on pourra en parler si jamais on veut parce que Nicolas m'a envoyé beaucoup de samples, j'en ai plein dans tous les sens et il y a des trucs très très sympas, on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, je te laisse te présenter et puis présenter un petit peu la marque, d'où tu viens, comment t'es arrivé là-dedans et puis voilà, c'est parti. Bien sûr. Alors donc moi je suis Nicolas Petit, je suis caviste on va dire, pas de formation scolaire mais de formation professionnelle. Je le suis devenu dans l'entreprise familiale suite à mes études et j'ai commencé donc en 2015 à bosser ici. Je suis basé à Sifour dans le Var, donc vraiment dans le sud de la France. Je suis un pur produit provençal depuis plusieurs années maintenant et j'ai toujours été assez curieux, assez hyperactif à vouloir faire plusieurs choses de front. Et il y a quelques temps, je me suis dit comme beaucoup de cavistes, je cherchais des belles bouteilles pour mes clients, pour le plaisir de la collection. Et tu t'aperçois vite que c'est compliqué, que tu fais pas ce que tu veux et que tu n'as jamais ce que tu veux. Et ça me décevait beaucoup de pas avoir de belles bouteilles, au moins pour les goûter, pour pas mourir bête, on va dire. Et j'en avais un peu marre de ça. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à part continuer comme tous les cavistes à courir après les bouteilles. Et un jour, j'ai voulu créer une cuvée pour mon magasin au niveau local pour mes clients. Et comme je bossais déjà en tant que caviste avec la maison Ferroni qui est pas très très loin de chez moi, une petite heure, ils m'ont dit si tu veux on peut faire un projet ensemble, on fait une micro cuvée. Il me semble que tu es au courant de ce genre de projet que eux font. Et du coup, je leur ai dit banco, etc. Donc j'ai commencé à sélectionner chez eux quelques jus, j'ai chiné des fûts un peu sympas qu'ils avaient, et c'est comme ça qu'est né au final dans le temps Vagabond Spirits. Alors au début je voulais pas forcément créer ou devenir embouteilleur, je voulais juste créer une cuvée pour ma cave, un rhum à moi. Et en fait, je me suis pris au jeu de me dire, en fait, je veux ma bouteille, je veux mon étiquette, je veux ci, je veux ça, je veux faire tel finish, tel vieillissement, etc. Je me suis pris au jeu beaucoup plus vite que ce que je l'aurais pensé. Et en fait, l'affaire à ton image finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Vagabond, en fait, avec toutes ces gammes et ces projets qui aujourd'hui ont bien poussé. Donc en fait, Vagabond, si tu veux, c'est sorti il y a à peu près 1 an officiellement sur le marché, mais pendant plusieurs mois auparavant, presque 1 an en fait, l'idée commençait à germer et la cuvée était déjà en vieillissement. Donc on va dire qu'il y a 1 an officiel et 1 an officieux dans ma tête. Voilà. Ouais. C'est bien que tu dis ça parce que les gens ils comprennent aussi, parce que moi c'est vrai que quand je fais des cuvées pour la chaîne, je dis souvent, moi quand je me dis tiens on fait une cuvée et le moment où on la sort sur le marché, on la vend et les gens peuvent l'acheter, généralement il y a 1 an et c'est du boulot, c'est un minimum. Et c'est bien, tu vois, que tu corrobores la chose, que les gens comprennent, c'est vraiment de l'investissement. En plus, comme tu disais, si tu veux vraiment ta bouteille, ton truc personnalisé et tout. C'est long. Ouais. C'est long et puis surtout, moi, ce qui m'importe, si tu veux, comme je suis j'ai toujours été fan de Ferroni, de leur équipe et des produits qu'ils font. Et en fait, la manière dont ils travaillent, vu que j'ai beaucoup traîné chez eux, j'ai été élevé à l'école Ferroni, c'est-à-dire ton jus, tu le vieillis et tu le sors quand tu estimes qu'il est bon, pas quand tu as envie de le rentabiliser ou autre. Et on a tous des contraintes, mais j'ai été élevé à cette école-là, à l'école du vieillissement, on va dire, et il était hors de question que je fasse une cuvée que j'achète chez eux, je mets juste mon nom, mon étiquette dessus sur une bouteille un peu sympa. C'était pas le but, hein. Vraiment, j'ai été élevé à l'école de l'élevage, on va dire, ou du finish. Donc du coup, effectivement, entre l'idée où j'ai eu le projet et l'idée où j'ai sorti la première cuvée dans cette bouteille un peu longue, il y a eu 1 an. Donc effectivement, ça a pris du temps, quoi. Voilà, ça c'est, en tout cas, c'est les débuts. Ok. Et donc, là, moi j'ai une petite bouteille qui est ici présente, là, à côté de moi. Donc tu nous as sorti plusieurs Off-Road Rhum. Si je dis pas de bêtises, t'as les points 1, point 2 et point 3, c'est ça? Et chacune a ses caractéristiques. Alors, en fait, c'est ça. C'est qu'au début, j'ai fait juste une cuvée et puis
le temps de tâter le terrain, etc. J'ai construit l'idée de la marque en fait différemment. On a la gamme Off-Road, qui est la gamme qui sort des sentiers battus. En fait, ça porte juste bien son nom, c'est simple et efficace. On fait des doubles, triples maturations sur la série 1. Comme tu as avec le Vénès que tu as dans les mains. Donc là, il y a une double maturation avec un finish en fût de bière brune, comme ça a été le cas pour la 1.1. On a la série numéro 2 qui est ici, donc série 2. Là, ce sont les robes naviguées. Donc en fait, ce qui s'est passé sur cette cuvée-là, il a fallu à peu près 1 an entre l'idée, le moment où j'ai eu le projet en tête, le moment où j'ai pu l'accomplir. En fait, on fait naviguer des fûts sur des voiliers, un peu comme les frères de la côte, qui le font très bien. Sauf que nous, on n'a pas pu mettre le fût en cale pour des questions techniques. Donc en fait, le fût a été sur le pont du navire. Alors, je savais pas du tout ce que ça allait impliquer, mais ça impliquait une part des anges monstrueuse, une perte en alcool très importante aussi. En 3 mois, j'ai pu accuser 12% de part des anges en 3 mois et 6% de perte d'alcool. Donc c'est un joli petit record de perte, on va dire. Les gens m'ont dit est-ce que les marins ont siphonné le fût. Je fais non, je l'avais bien scellé, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est pour la série 2. La série 3 qui a été longue à mettre en place, qui est celle-ci. La série numéro 3, ce sont les rhums qui sont vieillis sous la mer. Ouais. Donc là j'ai trouvé une entreprise, en fait il n'y en a qu'une seule en Europe qui est autorisée à faire ça. Ils immergent l'alcool directement en fût ou en bouteille, mais moi j'ai voulu travailler le fût. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais, parce que immerger la bouteille, c'est questionnable, quoi. Alors, j'ai goûté pas mal de choses que eux ont immergé en tant que vin, spiritueux, champagne, etc. en bouteille. T'as effectivement des échanges, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu aléatoire. Puisque si tu veux, ils peuvent immerger à 20 ou à 60 mètres. En fait, le fût ne peut aller qu'à 20 mètres, à 60 mètres, il serait écrasé par la pression. Mais 20 mètres, quand tu vois le taux de sel et le côté très salin du 3.1 que j'ai fait, qui est très bon, il n'y a aucun souci, il est parfait, c'est déjà 20 mètres, c'est suffisant. Voilà. Donc là, c'est la série 3. Et sur Off-Road, on a encore d'autres séries qui vont arriver, 4, 5, etc., qui seront basées sur d'autres méthodes de vieillissement. Mais comme ce sont des vieillissements qui prennent au moins 1 an, et ben forcément, je les sors pas tout le temps. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est la gamme Off-Road, donc où je m'éclate. Hein, vraiment, j'expérimente. Un embouteilleur indépendant à mon niveau aujourd'hui, il peut difficilement avoir son propre jus en distillerie, donc il peut travailler sur le vieillissement. Et moi, c'est ce que je fais en faisant des expériences, vraiment. Ok. Moi, j'ai goûté. Tu m'as envoyé Utopia et Silva Collection. J'ai goûté. J'avais rien eu le temps de goûter jusqu'à hier. Hier soir, je me suis dit attends, il faut absolument que je mette le nez dedans quand même. Enfin, si j'avais goûté à l'ouverture les What the fuck, la petite vidéo que j'ai faite là il y a 10 jours, 15 jours là, qui était très très marrant d'ailleurs. Et hier soir, donc j'ai goûté Utopia et Silva Collection. Franchement. Le Silva, donc si je dis, on peut en parler ou pas? On peut en parler. Ouais. Tu peux, je te laisse. C'est donc le fameux TDL que tu me dis un peu carognesque, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Moi, j'ai trouvé ça ouf. Et tu sais que moi, j'ai pas trouvé ça sur le côté Caroni. Moi, en le goûtant comme ça à l'aveugle, j'ai trouvé un côté Guyana. Guyana, alambic en bois, tu sais, très très fort, très concentré. Et j'aurais pas su que c'était un TDL. Je suis pas sûr que j'aurais réussi à dire que c'était un TDL. Vraiment. Okay. Mais ouais, franchement, terrible. Vraiment très bon, très bon. Ouais. Et là, si je dis pas de bêtises aussi, c'est un mix entre Belize et TDL. C'est ça? Exactement. 2 trucs que j'adore, mais énormément. Et franchement. Alors là, celui-là, j'ai vu que tu en avais encore 16 bouteilles en stock sur le site. Là, en ce moment, au niveau finance, c'est juste pas possible. Mais je crois que si j'avais eu un tout petit peu de pécule, je pense que je t'en aurais pris une parce que clairement, c'est le mariage. Je t'en garde une. Moi, en tout cas, moi qui aime le Belize et moi qui aime les TDL, les deux ensemble, je trouve ça génial, quoi. Et merci, content que ça te plaise. C'est effectivement cette gamme-là, hein, Utopia, qu'on a lancé juste pendant le mois de janvier. C'est une nouvelle gamme où justement on assemble des jus qui sont différents, des terroirs différents, parce qu'on veut sortir le meilleur des deux via l'assemblage. Et on va, je pense, pas mal s'amuser sur Utopia cette année, sachant qu'on ne va pas assembler que des rhums. Parce qu'il y a beaucoup de spiritueux qui sont très bons, et on va bien s'amuser, je pense.
Ok. Et donc, ouais, c'était un petit peu les what the fuck, si je dis pas de bêtises. Il y a des trucs là-dedans, c'est ça? Ouais, alors ça, cette gamme-là est aussi une nouvelle gamme pour 2024 qu'on sortira en mars. Et en fait, what the fuck, si tu veux, enfin WTF, c'est white the fun, what the fun, etc. Enfin, tu peux décliner ça comme tu le veux, on va dire. Mais en fait, on s'amuse sur l'assemblage un peu comme Utopia, mais sur des alcools jeunes ou très jeunes, puisque on part sur des alcools de moins de 3 ans. Et en fait, on va s'amuser sur des produits délirant, mais vraiment on a réussi à trouver des trucs juste fous sur des alcools français notamment, et du coup on s'amuse vraiment à faire pousser la créativité au maximum. En fait, c'est vraiment ça l'idée de What the Fuck, c'est aller à fond dans le délire sur des micro batchs pour qu'on se dise dans le verre qu'est-ce que j'ai là, et en fait on reconnaît après ce qu'on a, quoi. Ah bah moi c'est ce que ça m'a fait, hein. Quand je les ai mis au nez, tout de suite je fais waouh, tu pars un peu dans tous les sens. Ok, donc en fait, ce que tu m'as dit avant, c'est que ça sera encore différent. T'auras, je suis au courant de rien, donc par exemple un cognac ou un Bazar Maniac, un autre alcool finalement qui n'a rien à voir avec le rhum, qui sera tout seul, que tu vas vendre en tant que vagabond spirit. Si tu veux, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le milieu embouteilleur indépendant qui se passe, des bonnes comme des moins bonnes, hein, comme partout. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que le rhum, parce que en France, mine de rien, on a quand même un patrimoine alcoolier, on va dire, très riche, hein, le cognac, l'armagnac, le calvados, que ce soit en vieux ou en blanc. Et au final, tu te rends compte que le cognac ou l'armagnac, il y a très peu de personnes qui en boivent. On exporte 80-90% de la production aux États-Unis, en Asie. Mais c'est dommage parce que t'as des comptes d'âge. Les trois quarts de comment ils le boivent là-bas, que ce soit aux States ou que ce soit en Asie, c'est scandaleux. Non, et je comprends même pas. Enfin, si je comprends, parce qu'il faut qu'ils fassent du chiffre d'affaires, il faut qu'ils vendent. Donc ils ont leurs clients et ils vendent. Et tant mieux pour eux, tu vois, dans le monde du cognac et ce genre de choses. Mais franchement, quand tu vois des fois, tu te dis mais comment c'est pas possible, quoi. Non, je sais. C'est terrible. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je me suis intéressé il y a quelques années maintenant à Armagnac et plus sur le côté cognac. Je suis un peu moins fan. Armagnac, j'aime bien, mais surtout les bas Armagnac. Et j'en ai découvert des très 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 bons. Et surtout avec des comptes d'âge. Mais c'est ça, mon compte d'âge, des trucs qui ont 30-35 ans d'âge et que tu payes 100-110 euros. Tu es perdu. Ouais, non, je suis encore là, t'inquiète. Ouais, Ouais, non, je suis encore là, t'inquiète. Ouais, ça. C'était le son. Mais non, effectivement, t'as des comptes d'âge hyper vieux, à des prix très abordables. Et t'as cette capacité de pouvoir faire vieillir très longtemps, donc t'as une rondeur, c'est une gourmandise. Enfin, moi, l'Armagnac, je suis fan, vraiment. Et puis, comme tu disais, terroir français. On est en France, on est fiers quand même de ce qu'on fait. Mais bien sûr, on a des gens qui ont des talents fous. Par exemple, tu parlais là de Ferrand. Il y a tout ce qui est les tonneliers. Je pense par exemple à Willy avec la tonnerie de Navarre, mais il y en a plein d'autres. Tous ces métiers-là, ces métiers d'élevage, ces métiers de fer et tout, à la main qu'on fait chez nous, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et comme tu dis, les alcools, on les fait vieillir chez nous. Et il y a cette patte, quoi, que même si les Asiatiques ils viennent chez nous et regardent comment on fait, ils veulent faire comme nous, ils vont nous voler nos forêts, ils vont nous voler nos fruits, nos fûts, nos machins, ils pourront pas avoir ce qu'on a nous sur notre territoire et les gens et les mains, et c'est ça qui est cool. C'est clair. C'est clair, et c'est pour moi voilà, le via vagabond, on va dire, je m'amuse dans le côté créatif, mais si je peux à mon humble échelle contribuer à montrer qu'on a des belles choses chez nous, c'est quand même pas mal, on va dire. Autant en profiter. C'est une belle philosophie. Ouais, on a des bonnes choses, donc autant les diffuser, hein. C'est un peu comme ça que je marche, on va dire. On est d'accord. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un est intéressé pour acheter des bouteilles chez toi, est-ce que tu vends que sur ton site internet? Est-ce que tu es distribué? Comment ça se passe? Alors, sur mon site évidemment, je suis distribué chez quelques cavistes entre Strasbourg, Bordeaux, Lyon, pour l'instant les grosses villes. C'est un maillage qui se fait au fur et à mesure d'aller chez des cavistes. Et il faut du temps, les échanges, les échantillons, etc., etc. Et puis pour l'instant j'ai eu très peu de volume jusqu'à présent, donc quand un caviste prend quelques bouteilles, si elle part vite après derrière, là sur le Vénèse que tu as devant toi, j'ai fait 330 bouteilles. C'est beaucoup, ça en est beaucoup, mais bon, c'est pas énorme, quoi. Donc petit à petit, en fonction des volumes qui augmentent, je cherche plus de clients cavistes, on va dire. Voilà. Ok, d'accord. Donc s'il y a un caviste
qui passe sur la chaîne, qui nous écoute et qui veut goûter des produits ou qui a goûté ou qui a envie de pourquoi pas rentrer des bouteilles chez toi, qu'il n'hésite pas à te contacter, c'est ça? On est toujours ouvert, y a pas de... Donc tu m'as dit t'es caviste à la base de profession. À la base, ouais. Et c'est ça qui t'a fait rentrer dans le monde du rhum? C'est ça, c'est comme ça que je suis rentré, puisque dans tous les cas, quand t'es caviste, tu peux pas passer à côté de ça. Surtout vu l'évolution de la consommation, ça a explosé depuis 10 ans, on va dire. Et donc du coup, je suis rentré dedans, comme tout le monde, par la porte, des produits saucés, sucrés, parce que voilà. Et après, vite, tu cours, tu prends tes pattes, tu cours et tu fuis ce milieu-là pour aller, comme tout le monde, chez les agris, la Barbade, la Jamaïque. Enfin, voilà, j'ai fait mon palais et mon nez comme ça, tout en étant ouvert au cognac, au Calvados, à l'Armagnac, au whisky, etc., au gin. J'adore le gin, c'est un alcool absolument fabuleux, qui va gagner en noblesse, je pense, rapidement. Mais voilà, donc je suis rentré par mon métier de caviste dans les spiritueux, et depuis 2 ans avec Vagabond, plus, on va dire. On va dire ça. Et oui, je me suis vraiment formé sur le tas, tout seul, après avec des formations à droite à gauche, mais voilà, le meilleur moyen pour moi de se former, c'est la dégustation, la lecture, la curiosité. Parce que, en fait, dans notre métier, on a un métier de bouche, en quelque sorte. Donc, si tu passes pas par cette étape-là, on te dit, oh, alors ça, c'est ça, mais il faut... Et puis, j'ai connu ta chaîne il y a un petit moment déjà, et je me suis mis au rhum quand toi, tu te mettais à ta chaîne, en quelque sorte. Et je me souviens que tu dégustais, j'ai un souvenir avec un Anden 8 ans, voilà. Tu dégustais, je me suis dit, je l'ai, je vais l'ouvrir et je vais goûter en même temps. Je me dis, d'accord, ok, comme ça. Et du coup, voilà, t'as participé aussi à... C'est très cool. T'as participé t'as participé à ma formation, on va dire, sur le rhum. C'est ta faute. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est mais c'est bien. Mais voilà. C'est très cool. C'est très cool. Ok. Si on parle en tant que, je reviens sur le consommateur que tu es, justement c'est intéressant d'avoir, tu m'as dit que le monde du rhum explosait depuis 10 ans, c'est clair qu'on a tous les jours, même encore aujourd'hui, c'est vrai que même on aurait pu aller 1 an en arrière, même l'année dernière, moi je t'aurais dit on commence à atteindre quand même un moment où ça va peut-être se calmer, quoi, l'effervescence va redescendre ou quelque chose, et pas du tout en fait. L'effervescence est encore plus puissante. Tous les jours, t'as des nouveaux intervenants, t'as des nouveaux salons. Un salon d'ailleurs où j'étais pas prévenu, où la semaine prochaine où je dois être intervenant, j'étais pas du tout au courant, par exemple, tu vois. Mais tu vois, t'as plein de trucs tous les jours qui ouvrent. Comment tu vois ça, toi, en tant que consommateur, cette ouverture énorme, c'est vraiment cette attractivité sur le monde du rhum et surtout le choix qui est pléthore maintenant. Il y a du pour et du contre, on va dire. Le pour, c'est l'ouverture, on va dire c'est une politique d'offre. On va dire il y a beaucoup de gens qui font du rhum, qui le mettent à la disposition des clients, et c'est aux clients de venir acheter, on va dire. Donc c'est bien parce que d'une manière générale, c'est pas compliqué, plus t'as de produits, plus tu vas en vendre. En général, c'est aussi bête que ça. Donc du coup, plus t'as de produits disponibles sur le marché différents, plus les gens vont être curieux et les consommer. Donc c'est bien parce que plus tu goûtes de choses, plus tu te fais un palais, plus tu t'éduques et plus tu sais ce que tu aimes ou pas. Donc ça, c'est important, je pense. Après, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop de choses non plus, parce qu'au bout d'un moment, le marché va coincer. Il va y avoir une chute de la consommation directe si jamais il y a trop de produits sur le marché. Enfin, maintenant, tu arrives chez un caviste, bon caviste, tu arrives devant une étagère, tu as 50-60 bouteilles différentes. Quand il connaît rien, alors c'est le travail du caviste, c'est pas la question. Ouais, mais c'est le travail du caviste après de dire ok, vous aimez quoi, machin, etc. Ça, on est là pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'importe le plus en tant que consommateur, c'est la transparence. Par exemple, Plantray maintenant, ce que j'ai toujours admiré chez eux, c'est la traçabilité. C'est-à-dire qu'ils te disent derrière une bouteille, j'en ai pas autour de moi, mais ils te disent tant de temps tropical, tant de temps continental, tel type de fût, le taux d'ester, le taux de sucre. Enfin, t'as toutes les informations dont t'as besoin. Mais voilà, sur les single cask cellules comme ça. Et ça pour moi c'est super important. Et je trouve que évidemment elle est vide. Évidemment. Mais on la garde pour la déco. Mais non, il y a il y a de plus en plus de gens qui se mettent à être transparents, donc comme ça on va dire. Mais pour moi c'est vraiment primordial. Moi je le fais de mon côté en tant que vagabond, je le revendique même. Mais je trouve que c'est important de voilà.
En plus, climat méditerranéen là-dessus, je crois qu'on est les premiers à le mentionner, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais non, pour moi c'est important. Oui, il y en a qui vont pas le mentionner. Ouais. mais c'est important en fait quand t'es consommateur de savoir ce que t'as. Aujourd'hui, tout le monde veut être transparent, veut avoir un produit qui soit bien présenté, etc. Il faut être clair, il faut pas mentir aux gens, parce que sinon c'est se tirer une balle dans le pied pour n'importe quelle marque, quoi. Donc voilà, vraiment ça qui importe. Ouais, je reviens sur ta marque. Du coup, t'as un chai où tu fais vieillir tes rhums. Ah, d'accord, ok. Et parce que t'es situé où, tu m'as dit, en dessous de Cognac ou dans le Var, et dans le Var, ok. Et en fait, mon activité principale est dans le Var et mon chai est dans le 13, à Aubagne. Pas très loin de chez Fourny d'ailleurs. On n'est pas voisins, mais ça a été compliqué de trouver des locaux adaptés malheureusement, et là on l'a trouvé il y a quelques semaines déjà. Donc non, ça y est, depuis peu j'ai mon chai sous douane, etc. Dans lequel on commence à faire des expérimentations de vieillissement. Voilà, on va dire ça. Et du coup, aujourd'hui, t'es encore caviste, t'as encore une cave ? Tout à fait. D'accord, ok. Et c'est situé où ? À Sifour, au bord de la mer, Sifour-les-Plages. Donc ça, j'avais pas compris. Je pensais qu'aujourd'hui, t'avais juste Vagabond, en fait. Je pensais plus que t'avais encore le... Non, enfin, l'entreprise familiale, la maison mère, en quelque sorte, est restée. T'as ce qu'il faut, quoi. En plus, niveau boulot, t'as ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça va, on est pas mal. Bon, on est une boîte familiale, donc du coup, si tu veux, tout le monde bosse dans tous les types de projets, on va dire, voilà. Et donc, la cire... Ouais. Vous le faites vous-même. Tout est fait à la main. L'étiquette posée vous-même. À la main. Tout est fait à la main. C'est du temps, évidemment, puisque mettre un petit poinçon comme ça sur la cire, ça prend du temps. Il faut pas le rater, il faut le faire parfaitement. Les étiquettes sont collées à la main, la cire est faite à la main, le remplissage automatique avec une remplisseuse évidemment. Mais non, tu l'as vu, le papier de soie autour des bouteilles, tout ça c'est des petites choses, mais oui. C'est bête, mais le jour où on en aura marre, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, en fait c'est ça, et c'est le côté unboxing, on va dire, que j'aime bien. Moi de mon côté en tant que client, donc je me dis bon, on va essayer de donner un peu cette expérience client au nôtre, voilà, tout simplement. Comme tu disais, moi quand j'ai fait ma petite sortie de boîte quand tu m'as envoyé le petit colis, clairement, c'est sûr que c'est très joli, ça fait son effet, ça fait toujours plaisir. Exactement. Et d'ailleurs les étiquettes, les boîtes et tout, c'est toujours très sympa, très coloré. Je sais pas si tu bosses avec des graphistes ou quelque chose, mais avec le petit vernis sélectif, je trouve ça très cool, moi. J'ai un graphiste effectivement que j'ai rencontré un peu par hasard sur des groupes Facebook. J'ai demandé si quelqu'un connaissait un graphiste qui était un peu alcoolique, et on m'a dit oui, tiens, parle à celui-ci. On s'est appelé et on est devenus copains assez rapidement, et c'est devenu un très bon copain maintenant qui bosse avec nous sur Vagabond. Mais il s'implique vraiment, et il fait pas juste ça, il s'implique vraiment personnellement, humainement, donc c'est super de bosser avec des gens qui sont intéressés et intéressants, on va dire. Vraiment, merci Arnaud. Ça fait partie entière finalement de l'identité de ta marque et de l'entreprise. Je sais que moi, avec Esprit de Canne, du coup, je bosse justement sur le packaging parce que de un, j'aime beaucoup ça. De deux, moi, mon métier de base, c'est la communication, un petit peu tout global, mais je touche donc beaucoup aussi à tout ce qui est support graphique, et voilà. Et c'est vrai que je travaille notamment avec Excellence Rhum. Je lui ai fait la collection, c'est moi qui ai fait les étiquettes et packaging l'année dernière. Et c'est vrai que c'est super important finalement, parce que quand tu as une agence de com qui va te faire des propositions, et qu'après c'est une autre entreprise qui va te faire sur le packaging, et que tu as encore un autre intermédiaire pour avoir l'imprimeur derrière et machin, finalement c'est vrai que même s'il y a plein de petits détails que tu vas pas maîtriser de la même manière, quoi. Mais non, mais effectivement au tout début, je me souviens, au tout début de Vagabond, quand j'avais pas encore de graphiste, j'ai contacté plusieurs boîtes de prod, on va dire de presta, comme il y en a plein, et ils te disent oui, bonjour, alors pour votre logo on peut réfléchir à ça, on peut vous faire un prix parce que vous voulez une étiquette, voici le devis, et là tu as un devis à 5 ou 6 000 euros pour une centaine de bouteilles, et tu te rends compte qu'en fait tu es face à des gens qui ont un prix parce que c'est comme ça, mais il n'y a pas d'humain en fait. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'échange, c'est juste on fait ça. C'est très déconnecté finalement du produit, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai vraiment la chance de trouver un graphiste qui, j'espère, nous suivra dans nos délires et dans nos bêtises le plus longtemps possible. Justement, tiens, une petite question comme ça, tu me parlais du milieu des embouteilleurs indépendants. En France, il y en a beaucoup. Tu communiques avec les autres, tu peux nous dire des trucs, il y a des trucs négatifs, positifs, ou
des petits détails croustillants ou je sais pas, des petites histoires, ou est-ce que vous parlez pas du tout? Tu cherches les potins? Pas forcément les potins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que vous connaissez tous? Il y a quand même, enfin voilà, il y en a 2-3 qui sont dans le sud de la France, donc c'est vrai que pas très loin, avec Ferroni, avec la maison Ferroni et Famille Ricci, on borde littéralement une bonne partie de la Méditerranée. Ce qui mérite d'ailleurs un salon du rhum dans le sud de la France, à mon humble avis, mais bon, il faudra qu'on organise ça. C'est pas faux. Mais c'est vrai qu'on a 3 départements côte à côte avec 3, enfin, Ferroni et Ricci sont évidemment bien au-dessus de nous, hein, ça c'est incontestable. Mais effectivement, oui, je crois que ça doit être sûrement le seul regroupement, un embouteilleur par département de rhum en tout cas pour l'instant et d'autres produits. Mais effectivement, non, il y a beaucoup, il y a du monde. Ouais. Voilà. Le monde du rhum est tout petit. Exactement, donc t'as vite fait le tour. Et ce qui, à mon avis, est important, c'est de penser à se renouveler et toujours essayer d'aller un peu plus loin dans la recherche de produits, que ce soit dans le travail de la réduction, de l'assemblage, du vieillissement. Il y a toujours beaucoup de choses à faire dans les spiritueux, en tout cas, pas que dans le rhum. Et je trouve qu'en France, on est quand même, on est très bon, en fait. Franchement, on est vraiment super bon. Tous les embouteilleurs, à leur niveau différent, on va dire, font des choses vraiment super. Et j'ai pas l'impression que dans d'autres pays européens, pour la connaissance que j'en ai, il y ait autant de variétés et de diversité. Bon, je connais pas tout le monde évidemment en Europe, mais je trouve qu'on se défend plutôt pas mal sur la partie prod et créatif. C'est une petite fierté, voilà. Ouais, c'est vrai, on a beaucoup de monde, mais en même temps, c'est vrai qu'on est un marché qui est assez spécifique parce que comme on a ce côté, cette ancré dans notre ADN avec les Caraïbes qui nous ont habitués avec le rhum agricole, et c'est quand même dans la culture française depuis toujours. Et à côté on a, comme tu disais, toutes ces superbes maisons, on a du cognac, de l'armagnac, même des vins grands crus, du champagne, avec cette culture de la dégustation aussi. Donc c'est vrai qu'on a un pays où on est très propice à ça, et c'est vrai que moi je trouve ça toujours super intéressant de discuter avec des gens qui viennent d'autres pays et de voir leur culture et de voir comment eux ils boivent les spiritueux, et de se rendre compte qu'en fait nous on est quand même un pays très spécifique, très porté sur la dégustation, pas de dilution pure. Alors il y a du cocktail et ça s'est toujours fait, ça se fait de plus en plus avec des trucs très techniques et très qualitatifs. Mais on est vraiment ce pays-là, quoi, de la gastronomie de toute façon de base, et où on a cette culture de la dégustation. Et je trouve ça super intéressant, c'est vrai, d'avoir ça. Et quand tu vois dans d'autres pays ou d'autres cultures, ils sont pas du tout sur les mêmes normes et les mêmes niveaux de dégustation. Même niveau goût, ou le sucre ou les trucs comme ça, quoi. Ouais, niveau goût aussi, oui. Il y a certains pays. De toute façon, tout ce qui est Panama, j'ai des Panaméens, mais tout ce qui est Amérique latine, on sait que eux, c'est leur manière de les boire. C'est pour ça aussi qu'ils ont des ajouts dedans. C'est parce qu'ils ne le boivent pas d'une autre manière. C'est parce qu'ils vont aussi les boire comme ça, rajouter des sodas, rajouter de la glace, et c'est leur façon à eux de les boire. Et quand tu leur dis des fois que chez nous en France, on boit une bouteille de Botran dans un petit verre comme ça avec 2 centilitres, il y en a qui doivent être au pays là-bas, qui doivent rigoler. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément on est plus pur que Cuba Libre, on va dire, de notre côté. Faut tout, c'est pas gênant, beaucoup de bagarres en été quand il fait chaud. C'est pour ça, je pense aussi qu'on a ces embouteilleurs indépendants que tu disais, qu'on en a beaucoup. Et je pense que c'est ça aussi qui fait notre force, c'est que du coup, t'as des gens qui sont prêts à acheter les produits et à les déguster, tes produits à toi, tu vois, t'as des clients très spécifiques, mais parce que t'as des gens qui sont prêts à décortiquer le produit, à avoir des trucs un peu spéciaux, à boire pur, à comparer. Et c'est pour ça aussi, c'est pour ça qu'on a des brutes de colonne, qu'il y a eu la danse de l'ours, moi, je suis sorti avec Tamouré, voilà, parce que on a cette recherche gustative. C'est de la curiosité au final. Je pense que c'est un peu ça, et c'est vrai que dans d'autres pays européens, la plupart des produits des embouteilleurs indépendants ne plairaient pas parce que ils se disent waouh, un rhum, un brut de colonne à 75-80. Dès que t'es au-dessus de 45 degrés, tu perds déjà la moitié des gens. C'est ça, et moi en dessous de 50 je m'ennuie, tu vois, donc en dessous de 45 on va dire, je m'ennuie si c'est pas du brut de fût en tout cas. Entièrement, moi 90% de ce que je bois, de toute façon aujourd'hui, c'est au-dessus de 50 degrés, entre 49 et 60. Ouais, c'est parce que sinon... voilà, ça c'est typiquement français de dire ça, tu vois. De temps en temps, j'avoue, je reviens sur des petites bouteilles. C'est ce que je disais dans un article aussi sur Home Porter, là, leur disant. Et c'est vrai que je disais que
je reviens quand même sur quelques bouteilles moins chères en termes de tarifs, déjà sur des bouteilles entre 50 et 60 euros, 70 grand maximum, et sur des jus qui sont entre 40 et 45 degrés réduits. Il y en a qui sont superbement bien faits, bien sûr. Et des fois, ça fait du bien aussi. C'est vrai que ça repose un peu, on va dire, on se repose le palais comme ça. Ouais. Une fois par semaine, c'est bien. C'est ça, mais pas plus. Après, il nous faut nos degrés. Ben non, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Hein, c'est vrai. Pour finir un petit peu notre blabla au rhum, est-ce que tu aurais une anecdote? Est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec les 11 000 abonnés? Puisqu'on a franchi les 11 000 abonnés sur la chaîne. Bravo, je suis très content. Je cours pas spécialement après les... Tu vois, les likes, les machins et tout, mais j'avoue que c'est toujours, ça fait toujours un petit peu plaisir. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une anecdote, un truc à nous partager, une cuvée spéciale, un endroit où tu vas être, ou je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pour clôturer. Alors, le côté endroit où tu vas être, j'avais pas pensé, mais effectivement, ouais. Je pars, si tout va bien, d'ici quelques semaines en Asie, pour découvrir du rhum de canne sur place, dans un pays, je crois, dans lequel on n'a jamais fait de rhum encore. Enfin, ça a déjà été fait, mais c'est une première exploitation de canne à sucre pour faire du rhum dans ce pays. On va goûter ça, on va s'amuser à tester, voir si on peut estériser un petit peu de jus de canne un peu style. Donc voilà, c'est projet de cette année, quitter les Caraïbes pour aller de l'autre côté du monde pour trouver du rhum. On va dire ça comme ça. Voilà. J'attends. C'est un beau projet, c'est sympa. Ouais, voilà. Pour l'instant, je regarde ça, mais ça va être sympa. Il y a énormément de monde. Il y a plein de rhums qui commencent à... Moi, l'Asie, là, ça y est, depuis 2-3 ans. Alors, il y a les Polynésies françaises, il y a Tahiti, tout ça, où eux, ils nous font déjà du rhum blanc très qualitatif. Et de toute façon, je le dis maintenant, dans 5, 6, 10 ans, ils vont nous sortir des rhums vieux, très très vieux, qui seront extraordinaires, parce qu'ils vont commencer à maîtriser les fûts, l'élevage et tout. Et ils vont vraiment faire des trucs très cool. Et c'est vrai que moi, je suis un peu... Il y a Ampov, Sampan, plein de marques que je suis un petit peu là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des trucs très cool. Donc, ça s'éveille beaucoup là-bas. Je vois qu'au Japon, il y a un peu d'effervescence, il y a même des histoires de créer un salon du rhum. Et en tout cas, il y a une conscience, parce qu'ils consomment énormément et ils ont beaucoup de canne à sucre là-bas. Ils consomment, il y a un climat tropical, tout propice à la canne, donc clairement, ils vont s'y mettre, et il y a surtout un foyer de consommation énorme. Donc non, c'est vrai que l'Asie, ça commence à arriver et c'est bien, ça va rebattre un peu les cartes sur des choses disponibles. Ouais. C'est ça, c'est que ça fait du bien aussi, parce que ça remet certaines distilleries peut-être caraïbènes, que je ne citerai pas, peut-être que ça va leur mettre un petit peu, peut-être que nous aussi, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, qu'on revoie nos prix, nos politiques, être peut-être un peu plus proche des clients, etc. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien, parce que avec l'Afrique du Sud, pareil, on a des trucs qui émergent, donc c'est très cool. Boba, c'est l'amour de ma vie, mais bon, c'est... Petite dédicace. Ouais, non, mais voilà, mais eux, ils sont très bien placés, mais le problème, par exemple, pour des jus comme ça, c'est l'acheminement, transport qui est hors de prix, alors que dans les Caraïbes, c'est un routing fait, mais bon, t'as le Cap-Vert aussi, qui est, où Ferroni va, c'est absolument génial, gustativement, enfin, un village a sa culture, sa distillation, et en fait t'as un panel absolument incroyable. Sodade avec Jonathan aussi. Ouais, bien sûr aussi, ouais. Mais non, il y a pas mal de choses qui arrivent, donc voilà, je vais partir à la découverte de l'Asie romistique. T'as raison. Je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire, et je pense que tu t'en mordras pas les doigts justement d'avoir été là-bas. En plus, c'est très bon. Je pense que c'est une très bonne. C'est très bon. Voilà. Et en plus, c'est très bon. Donc voilà. Bon, et merci à toi Nicolas, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis je dis à tous les autres, à très vite. À tous les gens qui ont regardé la vidéo, merci à toi Peuple du Rhum de suivre les aventures. À très vite sur la chaîne, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, activez la petite cloche. Et puis comme d'habitude, je pense que tu connais la gimmick de fin de la chaîne, pas plus haut que le rhum. À la tienne.